Aujourd'hui, je risque de me faire quelques ennemis parce que je vais m'attaquer à des méthodes qui ont pourtant beaucoup de succès. Euh, Quand il s'agit de changer quelque chose dans sa vie, comme c'est souvent le cas quand on veut réinventer sa vie professionnelle, on est tous d'accord, il faut trouver une stratégie. On est un peu moins d'accord sur la stratégie à adopter. Et moi, rien que ce week-end, on m'a recommandé de me lever à 5 heures du matin comme Michelle Obama. On m'a également recommandé d'adopter la méthode japonaise Kaizen des petits pas. On m'a aussi recommandé de changer de contexte pour changer en profondeur. Et voilà, et je ne compte pas le nombre de recettes miracles dont on m'a déjà parlé pour changer quelque chose dans sa vie. Je crois que l'erreur fondamentale, c'est de suggérer qu'il y aurait une bonne stratégie de changement pour tous. Alors avant d'aller plus loin, mettez cette vidéo sur pause et prenez le temps de réfléchir à la dernière fois que vous avez changé quelque chose de significatif dans votre vie. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez changé, commencé à faire, arrêté de faire, changé la façon de faire, un changement de toutes sortes? Qu'est-ce qui a fonctionné cette fois-ci? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou pas? Quel rôle a joué votre environnement? Bref, essayez de repenser à ce souvenir et ce qui a fait que vous avez réussi, pour une fois, à changer quelque chose d'important. Alors pour l'instant, laissons ce souvenir de côté si vous voulez bien, pour essayer de comprendre pourquoi chez certains les résolutions du 1er janvier fonctionnent si bien, pour d'autres c'est de se lever très tôt le matin pour réaliser beaucoup de choses avant de partir bosser, ou encore pour certains ni l'une ni l'autre. Là, je vais faire appel à une auteure de best-seller américaine, Gretchen Rubin, papesse du développement personnel à l'américaine, qui est intéressante parce qu'elle est passionnée par la question du changement d'habitude et par la quête du bonheur. Ce qui m'intéresse chez elle, c'est que ces années d'observation, d'enquête et les nombreux ouvrages qu'elle a rédigés sur le sujet l'ont amenée à réaliser justement qu'on faisait cette erreur de croire qu'il y avait une bonne stratégie qui fonctionnerait pour X, Y et tout le monde. Et notre réflexe quand on veut changer quelque chose, c'est de faire comme la voisine, comme la collègue, comme le meilleur ami ou comme une star qu'on admire. Puisque ça a fonctionné pour lui ou pour elle, ça devrait fonctionner pour moi. Je pense qu'on fait tous l'expérience d'une forme d'échec, parce que ce qui fonctionne pour la voisine ou le meilleur ami ne fonctionne pas toujours pour nous. Et en fait, il y a plus de potentiel à essayer de décrypter notre rapport à la contrainte, notre rapport au changement, qu'à essayer de faire et copier la stratégie de l'autre. Pour nous aider à décrypter ce rapport à la contrainte, elle a identifié schématiser, disons, 4 grandes tendances naturelles que nous avons vis-à-vis de cette contrainte. Alors si par exemple vous êtes du genre à prendre des bonnes résolutions le 1er janvier ou encore à respecter votre agenda à la lettre, vous levez le matin avec en tête quel est le programme de ma journée au fait, ou alors que vous considérez que les règles elles sont faites pour être respectées, que vous êtes perçu comme quelqu'un d'assez fiable voire rigide, vous êtes probablement du type qu'elle appelle upholder ou petit soldat en français. Il a la caractéristique, ce type, d'être très confortable à la fois avec ses propres attentes et avec les attentes des autres. Il est respectueux, il honore ses propres attentes et celles des autres. Si au contraire, vous n'êtes pas du genre à attendre le 1er janvier pour commencer ou changer une habitude, parce que après tout, vous changez quand vous en avez envie, que vous êtes du genre à questionner un peu la parole des experts, vous écoutez, mais finalement les décisions, vous les prenez en vous fiant d'abord à vous-même. Si quand vous cuisinez, vous suivez la recette, plutôt en l'accommodant qu'en la suivant à la lettre, si finalement les choses vous les faites quand vous en êtes d'abord vous-même convaincu, vous êtes probablement plutôt du type questionneur ou pinailleur en français, qui est le second type présenté par Gretchen Rubin, où là on voit bien qu'on honore facilement ses propres attentes, mais avec plus de difficulté les attentes des autres. Et si vous êtes souvent celle ou celui qu'on appelle au secours pour finir un rapport, animer une conférence au pied levé, dépanner, aller chercher quelqu'un en voiture parce qu'on sait que vous avez du mal à dire non, si vous êtes souvent débordé justement parce que vous rendez un peu trop de service, si vous ne prenez plus de résolution le 1er janvier parce que vous savez bien que vous ne les tenez pas, si vous êtes prêt à tout pour donner le bon exemple, arrêter de fumer, manger des légumes, faire du sport, mais vous en seriez bien incapable s'il ne s'agissait que de vous,
Vous êtes probablement plutôt du type obliger, oblatif en français, qui est finalement le type qui honore facilement les attentes quand elles viennent des autres, mais beaucoup moins bien quand il s'agit d'attentes qui viennent de lui ou d'elle. Et si tout ce dont on est en train de se parler, les résolutions, les bonnes habitudes, ça vous rend un peu allergique, si quand on vous demande quelque chose, on attend quelque chose de vous, ça suffit à retirer le plaisir que vous aviez à faire cette chose. Si quand on vous demande quelque chose, d'ailleurs votre premier réflexe est plutôt de refuser. Si ce qui compte le plus pour vous, c'est d'abord d'avoir l'impression de faire ce que vous voulez au moment où vous en avez envie, vous êtes probablement du dernier type présenté par Gretchen Rubin, le type rebelle. Dans ce type, on voit bien qu'il y a une difficulté à honorer à la fois les attentes quand elles viennent de soi et quand elles viennent des autres. Évidemment, il n'y a pas de meilleur profil qu'un autre, ce n'est pas la question. Là, l'intérêt, c'est de trouver une stratégie qui est adaptée à votre tendance. Par exemple, le upholder, ce qui marche le mieux pour lui, c'est évidemment de faire des bonnes vieilles to-do list ou de planifier ce qu'il a à faire dans son agenda. Il est engagé vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres, ça marche très bien pour lui. Alors que le questionneur, par exemple, il doit être vraiment convaincu du bien fondé de ce qu'il entreprend. Du coup, la meilleure des stratégies, c'est d'identifier les bénéfices du changement souhaité. Pour l'oblatif, alors là, il est tellement sensible aux attentes des autres que la meilleure des solutions, c'est de trouver un partenaire auprès duquel il s'engage. Par exemple, s'il voulait se mettre au sport, une bonne idée serait de trouver un partenaire qui s'inscrit à la même salle de sport que lui. Il n'irait pas le mardi à 18h parce que c'est dans son agenda, il irait à 18h parce qu'il sait qu'un ami l'y attend. Autre chose qui marche très bien avec l'oblatif, ce sont évidemment les contraintes extérieures, type échéance ou pénalité de retard. Pour le rebelle, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de le laisser chercher son plaisir et de veiller à préserver son sentiment d'autonomie. Quand il est libre de faire les choses, quand il le veut et quand il le juge nécessaire, il peut faire des choses extraordinaires. Il ne faut pas qu'il se sente obligé par quoi que ce soit, ni j'allais dire par lui-même, ni par les autres. Moi, l'idée qu'on est tous différents et qu'on a plutôt intérêt à chercher la stratégie qui fonctionne bien chez nous plutôt que chez le voisin, elle me semble beaucoup plus prometteuse que toutes les recettes miracles qu'on essaye de nous vendre et qui donnent l'impression à la moitié des gens d'être des larves sans volonté. Et pour aller plus loin, il peut être très intéressant de se poser d'autres questions de ce type. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt du matin, du soir ou c'est indifférent ? Dans ce cas-là, j'allais dire, rien ne sert d'adopter du miracle morning, se lever à 5 heures du matin, quand on a une créativité, une énergie qui sont décuplées vers 22 heures ou la nuit. Idem, est-ce que vous êtes plutôt sprinter ou marathonien ? Moi, ça m'a obsédée pendant mes études. Il s'avère que je suis plutôt une sprinteuse et j'essayais de jouer la marathonienne sans succès. Ce sont des gens qui ont la capacité d'étaler sur un temps long une charge régulière de travail. Pour les sprinters, comme c'est mon cas, eh bien l'énergie et les idées, elles viennent plutôt sur les derniers mètres de la course. Autre question également intéressante, est-ce que vous êtes plutôt boosté justement par l'effet booster du démarrage, le fait de commencer quelque chose de nouveau, ou plutôt par la perspective de la récompense ?